Bonjour les fuseautins. Bonjour les fuseautins. Bon, donc là, ça va être une vidéo sur le road trip qu'on a fait aux USA, Canada. Ça va être un bilan en fait de l'année 2023. Je vais laisser parler mon petit chéri parce que c'est lui qui a tout préparé et moi j'ai d'autres vidéos à terminer. On se partage la tâche. Alors c'est une vidéo bilan sur un an et demi et sur 40 000 km. 40 000 km quand même, hein. On s'en rend pas compte. On Hein. ne s'en rend pas compte. Et voilà, le temps passe. Et oui. C'est que du bonheur. Je te laisse la place. Allez, c'est à moi de jouer. Ouf, pour une fois que je suis plus dedans. Ça va me faire du repos. Nous avions déjà fait un premier bilan à l'issue de 2 mois et demi. Je vais aborder une dizaine de lignes sur ce qui a changé et sur les points qui nous ont marqués. Le premier point, c'est le shipping. Qu'est-ce que je peux rajouter? La ligne Anvers-Halifax est une ligne quand même relativement sécurisée. Il n'y a guère de problème. Mais sachez que si vous vouliez laisser vos coffres fermés et voir votre cellule, moi, ce que je vous conseillerais, c'est d'attendre que votre véhicule parte, de manière à ne pas vous faire rappeler pour que vous puissiez amener les clés ou éventuellement que votre véhicule soit bloqué et ne puisse pas partir. Donc l'idéal étant de rester à côté et d'attendre que le bateau parte. Auquel cas, ensuite de l'autre côté, vous serez à même de donner les clés pour éventuellement un contrôle des douanes. En matière d'assurance, nous avions précisé que nous avions progressive. Je sais que cette assurance est relativement difficile à avoir. Il y a quelque chose comme 7 ou 8 États qui permettent de souscrire cette assurance. Nous en sommes très satisfaits. Nous avons essuyé un tout petit sinistre, c'est un bris de glace. On a pris 3 impacts. Bon, ça s'est réglé en 24 heures. À partir du moment où on a pris contact avec eux, on a eu droit à un traducteur. Bon, puisque notre maîtrise de l'anglais n'est pas formidable, même si ça s'est un peu amélioré. Et le lendemain, le pare-brise était changé. Bon, donc vraiment. Et puis, on avait payé une deuxième année. Quand on est rentré au Mexique, on a arrêté cette assurance et on a été remboursé des mois non utilisés dans les 3 jours. Donc franchement, entièrement satisfait. Alors maintenant, en matière d'assurance santé, nous avions pris, nous, Chapka, le premier trimestre. Bon, finalement, on a changé, on a pris Mutued, la formule mobilité. Alors je vais vous expliquer tout ça tout à l'heure. Déjà, il faut distinguer 2 choses entre une assistance et une assurance. Une assistance, elle vous garantit un appui matériel et logistique en cas de sinistre. La différence avec une assurance, c'est qu'elle vous apporte en plus une indemnisation financière lors de ce même sinistre. Voilà la différence. Alors, comme je vous disais, on a abandonné Chapka, qui couvre certes jusqu'à 1 million d'euros, mais qui ne prend pas en charge les anciennes pathologies et bien d'autres choses. Et puis qui est relativement cher, je dirais qui est même très cher. Alors, qu'est-ce qu'apporte Mutued Mobility? Elle couvre jusqu'à 300 000 euros. Bon, c'est ce que d'ailleurs nous recommandait notre propre assurance en France. Alors, l'avantage, c'est qu'elle vient en complément de la carte bancaire, puisque le premier intervenant, ça va être la carte bancaire qui couvre généralement jusqu'à 155 000 euros. Et donc, si jamais dans les premiers 3 mois, puisque c'est la carte bancaire couvre pendant 3 mois, si jamais ça va au-delà de ce montant, Mutued vient en complément, jusqu'à concurrence de 300 000 euros. Bon, et ensuite, à l'issue des 3 mois, Mutued intervient seul. Nous, on a aussi une assurance, la fameuse assurance IMA. Nous sommes à la Maïf. Et là, on a une assistance qui va jusqu'à 80 000 euros de plafond à l'étranger, avec la prise en charge du rapatriement. Voilà. Bon, la seule contrainte, c'est qu'il faut rentrer au bout d'1 an. Voilà, elle est valable 1 an moins 1 jour. Ce qu'il faut savoir, c'est que de toute façon, les assurances préféreront vous rapatrier, bon, sauf si c'est pas possible évidemment, plutôt que de prendre en charge les soins sur place. Sachant que une journée d'hospitalisation, que ce soit aux USA ou que ce soit au Canada, c'est de l'ordre de 4 000 euros. Donc vous pensez bien qu'un rapatriement, ça ne va pas leur coûter aussi cher que ça. Le deuxième point, en matière de visa ou d'autorisation de voyage, bon, rien n'a changé. Pour le Canada, on a droit à 2 fois 3 mois sans problème. Pour les États-Unis, il y a 2 formules, vous le savez aussi, il y a l'ESTA qui est valable 3 mois, mais qui ne vous offre pas forcément une garantie dès que vous allez vous présenter. Vous faites une demande, c'est vrai, sur Internet, mais ensuite, à l'arrivée,
pour avoir le douanier qui vous refuse votre entrée. Ensuite, vous avez le visa B2 qui, lui, vous permet de 6 mois par an, et ça pendant 10 ans. Bon, la différence, c'est que l'ESTA, c'est gratuit, quasiment, et le visa B2, c'est quand même nettement plus cher. Par contre, vous avez cette liberté de rester plus longtemps, mais quand même avec la contrainte de 6 mois par an. Alors, dans la pratique, on se rend compte que les gens, et même nous on l'a vérifié, quand c'est un passage frontière, il y a moins de difficultés que quand c'est une arrivée sur un aéroport américain. Donc, les conseils qu'on peut vous donner, c'est de finir votre autorisation de voyage de 3 mois avant de la renouveler. Pareil pour le visa B2, il est conseillé d'écouler cette période avant de vous représenter. Au niveau maintenant du véhicule, alors là, par contre, il y a vraiment des choses à savoir. J'ai plusieurs fois fait une publication dans le groupe Shipping concernant le véhicule. Bon, au Canada, ça pose pas de souci, il peut rester 2 fois 3 mois, 6 mois, il n'y a aucun souci. Par contre, aux USA, ce qu'il faut savoir, et ça peut-être vous le savez, si votre véhicule il arrive par voie maritime, bien à ce moment-là, il a ce qu'on appelle un type, c'est une importation temporaire qui est de 1 an. Donc il a un papier, il est enregistré, et au bout d'1 an, vous êtes tenu de quitter le territoire américain. Et ce qui nous a posé, nous, un problème, je vous en reparlerai d'ailleurs à la fin. Donc notre véhicule est arrivé à Baltimore et il a été enregistré. Alors que nous serions arrivés à Halifax, ou au Mexique, à Veracruz par exemple, quand nous serions rentrés sur le territoire américain, il n'aurait pas été enregistré. Voilà. On a pu le vérifier plusieurs fois, on a échangé sur ce point avec bon nombre de voyageurs, et jamais le véhicule est enregistré. Autre point maintenant, le guidage. Alors nous au départ on fonctionnait avec Maps.me et puis Google Maps, puis on s'est rendu compte que avec le réseau américain c'était quand même, ça nous mettait parfois en difficulté, surtout dans les grands échangeurs. Donc on a acheté un modeste GPS Garmin qui offre nettement plus de sécurité, et quant au guidage sur la voie à prendre, quand il y en a plusieurs, il a beaucoup plus de précision. Donc pour moi, c'est plus de sécurité. Alors pour une modeste somme de $200 dans un Walmart, voilà, on l'a d'ailleurs encore aujourd'hui. Même si parfois on peut se servir de Maps.me. En matière de circulation, je préciserai que il y a quelques règles bien sûr qu'il faut connaître, mais il faut savoir que quand il y a 3 voies, il vaut mieux circuler sur la voie du milieu quand on est aux approches des agglomérations, parce que celle de droite, elle sert toujours aux entrées ou aux sorties. Voilà. Bon, autre point important, c'est qu'il double à droite. Donc il faut être très prudent quand on veut se rabattre, de bien regarder qu'il n'y ait personne, parce que ça peut être relativement dangereux. Il faut être extrêmement vigilant avec les bus scolaires quand ils sont à l'arrêt, avec la signalisation, le feu rouge et le panneau. Il faut absolument marquer l'arrêt, même si vous arrivez en face. Ça, c'est très important. Et d'autre part, aussi, quand vous avez un contrôle, un véhicule de police sur la droite, il faut tout de suite s'écarter. Voilà, on s'écarte d'une voie. En matière de paiement, bon, rien n'a changé. On avait Hello Bank. On est à une formule à 8 € pour 2 cartes bancaires. Les paiements gratuits, les retraits gratuits. Bon, voilà, on a fonctionné. Très peu de cash, que ce soit aux États-Unis comme au Canada. On a quasiment tout fait avec la carte. Au niveau Internet, qu'est-ce qui a changé? Free, vous le savez peut-être. Maintenant, c'est 35 gigas, avec appel, SMS illimité, avec une assez bonne couverture quand même, quoique c'est pas toujours garanti à l'ouest ou dans les grands espaces, on peut se retrouver sans réseau. Le problème, c'est qu'on a des dépassements fréquents, et nous, on s'est pris bon nombre de dépassements, surtout au moment où on est passé de 25 à 35 gigas. Voilà. Et malgré un courrier, ils n'ont rien voulu savoir. Bon. Ce qui fait d'ailleurs, on a laissé tomber Free, on a simplement un abonnement alors qu'on en avait 3, un chacun avec Pascal et puis un autre sur le routeur. Mais on s'est pris 4-5 dépassements à coût de 60 €. Bon, ça devenait insupportable. À tel point que maintenant on a pris Starlink, et là, finalement, pour un coût légèrement supérieur, puisqu'on l'a pris au Mexique, l'abonnement est quand même relativement moins cher. Ça va même jusqu'à 2 fois moins cher qu'aux États-Unis et au Canada. Donc voilà. Donc maintenant, on est avec la Starlink.
Au niveau de l'accueil, on avait parlé, les Québécois, quand on est arrivé au Québec, vraiment ce sont des gens adorables. On parle la même langue, ils nous appellent nos cousins. Au niveau des Américains, on avait vraiment une a priori. Bon, finalement, ce sont des gens charmants, toujours prêts à s'excuser et nous rendre service. Mais il est vrai que le véhicule constitue une accroche quand même, c'est un élément de liaison. Ils aiment bien les grosses roues, les véhicules avec de fortes puissances. Bon, donc peut-être c'est une situation d'accroche. Le point sur le carburant, ben oui, il est moins cher qu'en France. Il est vrai que on tourne autour d'1,30 € ou 1,40 €. Il fluctue aussi, hein. Mais on a un carburant qui est quand même moins cher. Au Canada, il est un petit peu plus cher qu'aux États-Unis, mais relativement moins cher, c'est vrai qu'en France. En matière de sécurité, on n'a aucune inquiétude aux USA, sachant qu'à la moindre incivilité, voilà, il y a une sanction qui va suivre. Et je dirais même qu'on peut même laisser les clés de son véhicule sans crainte de se le faire voler. Bon, enfin, on n'a pas tenté l'expérience, mais en tout cas, on n'a senti aucune insécurité, aucune inquiétude dans ce pays. Bien au contraire. Le budget, on en avait parlé. Nous, notre grosse dépense, c'est le gasoil. Forcément, on a un véhicule qui consomme entre 15 et 20 litres au 100, suivant le régime auquel on roule. L'essentiel de nos courses, nous, on les a surtout faites dans les Walmart. Pourquoi? Parce qu'ils nous offraient, et ça on s'en est beaucoup servi, de la Wi-Fi, et puis du stationnement. Et c'est vrai qu'on nous l'avait dit, sur la côte Est, c'est pas évident de se poser pour la nuit. Je dirais que même jusqu'à la Floride, c'est très très difficile. Ou alors, il faut vraiment s'écarter. Mais bon, c'est pas le but non plus de faire des kilomètres tous les soirs pour trouver un coin tranquille. Donc on a vraiment, oui, souvent utilisé les parkings. On ne s'en cache pas, sachant qu'il y a des toilettes, voilà, bien de nombre de services, y compris d'ailleurs des pharmacies, voire même des médecins qui sont sur place, et voire même des spécialistes. Et ça, c'est quand même des prestations qu'on n'a pas forcément dans d'autres grandes surfaces. Bon, le coût de l'avion, on avait parlé, il est un petit peu moins cher au Canada. Par contre, il est un peu plus élevé, nettement plus élevé aux États-Unis, hein, puisque là, on est à 10, 15, 20%, tout dépend ce qu'on achète. Mais voilà, il faut être prudent parce que les prix affichés sont hors taxe. Donc, on n'a pas tellement fait de restaurants type restauration tel qu'on connaît, nous, en France. On a plus utilisé des fast-food parce que c'est majoritairement ce genre de restaurants qu'on trouve aux États-Unis. Concernant le véhicule, on avait parlé, on n'a pas de souci puisque nous on a 800 watts de panneaux solaires et puis un groupe de 3000 watts. Sachez qu'on est en tout électrique et que je ne vois pas comment on pourrait faire sans générateur. On n'a pas toujours du soleil, on ne roule pas forcément tout le temps. Donc oui, il est fortement conseillé d'avoir un groupe électrogène, surtout quand on est tout électrique comme nous. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? On a acheté un répéteur justement pour capter la Wi-Fi. On a fait une vidéo là-dessus pour capter la Wi-Fi, notamment dans les Walmart. Ça nous permet d'être plutôt en fond de parking et d'être plus tranquille et de recevoir Internet. On n'a pas fait que du Walmart, on a utilisé souvent aussi les crackers Barrel et puis l'appli Overlander qui est vraiment formidable. Park Fortnite commence à être développé, mais c'est bien loin et bien léger par rapport à Overlander. Le point que je trouverais négatif de ces applications, c'est que ça nous rend service, ça c'est clair, et ça nous facilite notre stationnement et notre recherche, peut-être trop utilisé, et malheureusement certains des points se voient fermés, et ça c'est un peu dommage. En fait, il faudrait utiliser ces applications en urgence, quand on est en urgence finalement, et plutôt s'éparpiller que non pas se rassembler, où là évidemment les riverains ou les instances locales décident de fermer le point. Bon, ça nous a posé un problème, c'est vrai, sur la partie est, moins au sud, et puis à l'ouest, alors là, aucune difficulté à faire du sauvage, puisqu'on est sur des grands espaces. On a même dormi d'ailleurs dans les parcs nationaux où c'est en sauvage, hein, alors que c'est formellement interdit. Mais il est vrai que nous les avons fait au printemps, et d'ailleurs je vais vous en parler un peu plus loin. Bon, pour le véhicule, rien n'a changé, notre gabarit, ça confirme le choix qu'on a pu faire. Le fait qu'il soit en 4x4, ça nous a permis de faire
une dizaine de pistes et des plus célèbres aux États-Unis, notamment la traversée du désert de Mojave sur 220 km, jusqu'à la Dempster qu'on a pu faire dans les territoires du nord du Canada. Bon, ça c'est un avantage. Et puis surtout sur les bivouacs, si on veut aller dormir un peu en sauvage, on ne craint pas d'une part pour y accéder, et d'autre part s'il pleut, dans la nuit, on sait qu'on pourra repartir le lendemain. Ça c'est vraiment un avantage. Qu'est-ce que je rajouterais? Alors, le circuit. Bon, au départ, nous devions, on avait choisi donc notre arrivée à Baltimore, remonter la côte est jusqu'au Québec, et puis ensuite de faire comme la majorité des gens, de traverser d'est en ouest, et puis de monter en Alaska. Bon, finalement, un problème de santé a retardé notre départ, ce qui fait que moi je suis venu récupérer le véhicule en juin. On a déclenché vraiment notre voyage au mois de septembre à partir de Québec. Et donc, on est assez satisfait de ce circuit, finalement, parce qu'on a pu profiter des couleurs automnales au Québec, et sans les problèmes de moustiques qu'on peut avoir au mois de juin, que j'ai pu vérifier d'ailleurs quand j'ai rapatrié le véhicule de Baltimore jusqu'à Québec. Et les couleurs sont vraiment extraordinaires, on n'a pas quelque chose d'équivalent chez nous. Bon, ensuite, on a migré vers tout en suivant la côte est et en faisant les capitales, jusqu'en Floride, hein. Donc on s'est retrouvé, comme vous avez pu le voir, à Noël en Floride. Et à notre retour en janvier, on a longé tout le golfe du Mexique au sud, donc partie sud, jusqu'au mois de mars, où on s'est retrouvé sur l'Arizona, hein, tout complètement en ayant passé le Nouveau-Mexique, on s'est retrouvé en Arizona vers Tucson par là, fin mars. On a abordé les parcs américains au printemps, voilà. Et ça, c'est bien parce que voilà, on a suivi les saisons. Et à tel point que le printemps, on a pu faire donc les parcs jusqu'à Yellowstone. Et ensuite, on a marqué un arrêt à Vancouver. Et quand nous sommes revenus en juillet, on a pu faire le Yukon, territoire du Nord, jusqu'aux villes extrêmes de Inuvik et Tuktoyaktuk, jusqu'à Arctique Océan. Ensuite, on a pu faire l'Alaska sur 3 semaines, en fait. On est redescendu pour finalement se retrouver au niveau des Rocheuses en septembre, après la saison, parce que c'est très chargé en période de juillet-août. Et puis on a refait une partie des parcs qu'on n'avait pas pu faire parce que finalement c'était encore soit trop enneigé ou c'était fermé par rapport à la période des naissances. Ce qu'il faudrait rajouter, c'est que il est préférable de faire les parcs avec animaux au printemps, parce qu'on a pu le vérifier quand on a refait Yellowstone à notre retour. Malheureusement, on n'a pas pu voir les ours comme on a pu les voir au printemps. Et puis peut-être il faut enchaîner les parcs tels qu'on l'a fait au printemps. On arrive presque à une saturation des terres rouges. Finalement, on retrouve un petit peu souvent le même relief et les mêmes paysages. Donc voilà, les partager, ça serait à mon avis une bonne solution. Sachant que pour nous, les périodes idéales, c'est printemps et automne finalement. Mais surtout le printemps. Il faut que vous sachiez que nous avons créé un groupe spécifique répondant à nos problématiques d'Européens et de Français qui s'appelle Nomades sur les routes des Amériques. Nous l'animons à travers de publications, que ce soit sur la logistique ou que ce soit au niveau de la technique sur le véhicule. Et puis aujourd'hui, en fait, nous l'animons au travers de nos connaissances et de notre expérience du voyage. Ensuite, on a une chaîne YouTube formidable dans le sens où on revit le voyage, encore qu'il faut y consacrer le temps dans le voyage pour la faire et avoir les compétences aussi pour la monter de manière à ce qu'elle soit fluide et qu'elle soit bien agréable à regarder. Mais pour moi, ça reste le meilleur des souvenirs. Bon, on a aussi un Polar Step qui retrace point par point notre circuit, et Instagram où on publie nos meilleurs clichés tout au long de notre voyage. Mais aussi, on a un blog qui fait état de tous nos voyages précédents, que ce soit en France, en Europe, en Afrique du Nord, en Australie. Donc voilà. Alors, en conclusion, nous serions restés plus longtemps aux États-Unis si notre véhicule n'avait pas été enregistré comme je vous ai expliqué tout à l'heure, puisqu'il est arrivé fin mai à Baltimore, et donc il disposait d'1 an. Donc il aurait fallu théoriquement sortir
du territoire américain début juin de cette année. Or, on est sorti fin septembre, donc on a utilisé 4 mois de plus. Alors, on n'a pas été inquiété par rapport à ça. Il faut savoir qu'il n'y a quasiment aucun contrôle sur la route, sauf si vous faites une infraction. Mais le problème, c'est que, après avoir posé la question à l'assurance, qui nous assurait que de toute façon, on serait couvert, au-delà d'un an, la crainte, c'était d'avoir un accident. Alors, je ne parle même pas d'un accident responsable. Parce que là, dès qu'il y a un accident, là, la police, elle rapplique. Et tout le monde en rapplique. Et là, évidemment, notre véhicule n'étant plus légalement autorisé à être sur le territoire, qu'est-ce qui se serait passé? Alors, on a pu lire sur certains sites que nous risquions une forte amende, voire même à la destruction du véhicule. Alors, je ne sais pas s'il serait arrivé jusque-là. En tout cas, on était quand même inquiets au-delà de cette période. C'est pour ça que finalement, quand on a retraversé les États-Unis du nord au sud, écoutez, on était finalement un peu rassurés quand on est rentré au Mexique par rapport à ça. Alors que nous avions un visa qui avait été renouvelé et qui nous permettait de rester jusqu'en janvier 2024. Oui, on serait resté plus longtemps. Bon, d'autant plus qu'on est même en avance au Mexique par rapport notamment en Baja Californie, où les baleines, on les a à partir du mois de janvier. Bon, nous, on est arrivé bien plus en avant, puisqu'on a quitté les États-Unis, comme je vous disais, fin septembre. Début octobre, on était donc au Mexique. Donc oui, c'est un regret d'avoir choisi ce shipping sur les États-Unis. Oui, je le répète, et si on avait su, on serait arrivé à Halifax comme la majorité des gens. Et là, notre véhicule n'aurait pas été enregistré, nous serions restés plus longtemps aux États-Unis. Voilà, ouf. Bon, vous allez dire dans les commentaires si ça a été... Bon, il n'est pas très souriant, mon homme, mais bon, c'est dans sa nature et il ne va pas se forcer non plus. Enfin, je pense qu'il a traité de pas mal de sujets, donc on peut penser que ça peut aider quand même.